rapport peut-il y avoir entre cet homme que certains qualifient de nettoyeur de la Côte d'Azur et l'accusé, ex-fromager, qui comparaît pour le meurtre et le dépeçage de 3 personnes retrouvées dans l'Estéron? À cette heure, rien n'a filtré, mais la tension est montée d'un cran. Bonsoir, c'était en 1999 dans l'arrière-pays niçois, l'une des découvertes les plus macabres de l'histoire criminelle française. 3 corps dépecés, disséqués, éviscérés, jetés dans un coin sauvage, privés de leurs têtes et de leurs mains, afin de les rendre anonymes. Des cadavres que l'on va aussitôt baptiser les corps sans tête de l'Estéron. Une énigme, un mystérieux puzzle que les gendarmes vont alors lentement reconstituer, tirer ce fil qui devrait leur permettre de donner un nom et un visage sur chacun des 3 morts et savoir pourquoi un si funeste destin leur était réservé. C'est cette enquête que nous allons mener ce soir dans l'heure du crime. Investigation, nous allons le voir, riche en fausses pistes, en révélations, en rebondissements. Les gendarmes et le magistrat vont peu à peu s'approcher de la vérité, avoir même la certitude de toucher au but, de tenir les coupables de cette barbarie. Ce sera sans compter avec les coups de théâtre judiciaires qui vont suivre, comme si les morts sans tête de l'Estéron avaient décidé de garder une partie de leur secret. Avec nos invités, et pas des moindres, à savoir les gendarmes qui ont participé à ces investigations très particulières, nous allons retourner sur cette scène de crime. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, le mystère des corps sans tête de l'Estéron, macabre découverte effectuée à la fin de l'hiver 1999 dans un coin sauvage des Alpes-Maritimes. Ce jeudi 18 mars 1999, en milieu de journée, le cantonnier Jean-Jacques Martin est de service sur le chemin départemental 117 qui relie les petits villages de Toudon et de Vescousse. L'agent de la DDE s'emploie à dégager les abords de la chaussée quand soudain, il est attiré par une forte odeur de décomposition qui émane du ravin. Il pense immédiatement à un animal blessé venu mourir dans le coin. Les collines boisées abondent de sangliers. L'homme ne distingue tout d'abord rien de spécial, puis sursaute en apercevant ce qui ressemble à une jambe humaine. Il note aussi la présence de sacs en plastique jetés en contrebas, sacs en partie déchirés qui semblent contenir de la viande en putréfaction. La gendarmerie la plus proche est alertée de cette découverte. La petite route est fermée, le périmètre protégé en attendant l'arrivée des spécialistes de l'identification criminelle et d'un médecin légiste. Dans les heures qui suivent, la scène de crime prend forme. Les restes humains sont remontés avec précaution du vallon, une scène de film d'horreur. 6 jambes sont alignées sur un drap blanc. Elles semblent correspondre à celles de 2 hommes et d'une femme. Le ratissage du secteur est minutieux, mais impossible pour les gendarmes de retrouver les têtes et les mains des victimes. De toute évidence, ces parties du corps ont été volontairement découpées afin de ne pouvoir établir aucune des identités. Sans doute le ou les tueurs ont pris soin de se débarrasser de ces autres restes à un tout autre endroit. Les techniciens de l'IRCGN, le labo scientifique de la gendarmerie, remontent au total 5 sacs remplis de morceaux humains. Des organes de toutes sortes, dépecés et mélangés. Le tout est étiqueté par les légistes. A pour le bassin, B pour un demi-thorax gauche, F pour une jambe droite, G pour une jambe gauche, etc., etc. La suite de l'alphabet pour les poumons, les reins ou un bout de pancréas. L'autopsie va durer plusieurs jours. Elle confirme le sexe des victimes, une femme et 2 hommes âgés entre 40 et 50 ans. Les médecins, aidés d'une équipe d'entomologistes, des spécialistes des insectes, établissent que les 3 inconnus ont été tués il y a sans doute une quinzaine de jours. Il est établi que la femme a reçu un projectile de petit calibre, du 5 mm et demi, tiré par une arme de type 22 long rifle. Il se peut que l'un des hommes ait été étranglé, mais aucune certitude. Le dépeçage a été effectué post-mortem à l'aide d'une scie et d'autres instruments tranchants. Les sacs ont été balancés depuis le bord de cette route déserte du massif de l'Estéron. Bonsoir, Général David Galtier. Bonsoir, Jean-Alphonse Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir dans l'heure du crime. À l'époque de cette affaire, vous étiez chef du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes.
Et vous évoquez cette affaire dans votre livre qu'on connaît ici, Mon combat contre le crime, qui est paru chez Robert Laffont. Vous consacrez un chapitre entier à cette affaire. À vos côtés, et ce soir, un autre général, on a de la chance dans le studio de l'heure du crime, le général Jacques Fonbonne. Bonsoir. Bonsoir, général Fonbonne. Vous étiez donc l'adjoint du général Galtier à l'époque. Alors, je crois que c'est vous qui accédez quasiment dans les premières heures à cette heure du crime. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre sentiment ce jour-là et la photo que vous retenez de cette scène de crime, pardon. Alors, la photo, c'est la première scène d'un film des frères Tarantino. Je pars, effectivement, le général Galtier est absent. J'ai pris le commandement provisoire du groupement depuis 3 minutes quand on m'appelle en me disant il y a une jambe dans un ravin. Puis j'ai pas de nouvelles, les téléphones portables passent très mal. C'est le médecin légiste de Nice qui m'appelle 2 heures après en me disant je pense qu'il faudrait qu'on monte. On arrive, il fait nuit, c'est au mois de mars, il est 17h30, 18h. Et j'ai le souvenir en arrivant dans la lumière des phares de la voiture de voir la route. Vous voyez, c'est une route escarpée, donc on a la montagne d'un côté, on a la ravin de l'autre côté. Et je vois un de nos techniciens en identification criminelle qui monte en escaladant pratiquement le ravin pour remonter sur la route, et il a sur l'épaule gauche une jambe, c'est-à-dire la cuisse dans le dos, le genou sur l'épaule et le tibia, et il est en train de remonter. Je descends de la voiture, je regarde, et il y a effectivement 5 jambes sur la route. Il pose la 6e en disant « Eh ben ça fait 3 ». Voilà, donc c'est reconstitué, si je puis dire, en partie. Oui. Une femme et deux hommes, on le sait assez vite, non, ça ou pas ? Alors on le sait pas à ce moment-là. Il fait nuit, on est à la lumière des groupes électrogènes. C'est une scène d'apocalypse. Bien sûr. On a des sacs, comme vous le disiez, on a des sacs poubelles qui sont remplis. Quand on ouvre, on s'aperçoit que ce sont des organes. On cherche toujours les têtes. Il n'y a pas les pieds non plus, il n'y a pas les mains. On est à un moment donné où toutes les hypothèses nous assaillent parce que je dirais que personne n'est préparé à réfléchir tranquillement et sainement face à un tel déploiement de morceaux de corps humains. Alors comme le général Fonbonne, vous, David Galtier, général également, vous confirmez cette vision d'apocalypse, d'enfer, on peut dire, même si vous êtes rompu à ce genre parfois d'accidents, on parle parfois des accidents de la route, etc. Là, c'est tout à fait exceptionnel. Naturellement, et la description que m'en fait à l'époque le chef d'escadron Jacques Fonbonne, qui est l'officier de la police judiciaire pour la gendarmerie des Alpes-Maritimes, est tout à fait étonnante. Oui, je me permets d'ailleurs de lui lancer « Jacques, tu déconnes, je n'y crois pas, je n'arrive pas à y croire ». Et il me dit « Mais absolument, viens voir ». Et je le verrai, mais un peu plus tard, car je me trouve à Montpellier en représentation, et je le rejoindrai pour l'autopsie. Et là aussi, c'est une scène d'apocalypse pour moi, des viscères partout, des bouts de corps. Alors, on n'a toujours pas trouvé la tête, ni les pieds, ni les jambes, donc ça, ni les pieds, ni les mains. Voilà. Le puzzle n'est pas complet. Puisque vous parlez de l'autopsie, général Galtier, racontez-nous... Comment ça se passe à cette autopsie ? Ça va durer assez longtemps, plusieurs jours, je crois. Alors, en effet, parce que le nombre de pièces et d'organes à rassembler et à analyser est extrêmement important. Et nous, ce qui nous importe, c'est de retrouver des moyens d'identification de ces corps. À ce moment-là, on ne sait même pas s'il s'agit d'une plaisanterie d'étudiants en médecine qui sont allés jeter vous l'envisagez, des corps. Ça On l'envisage aussi. Oui, toutes les hypothèses sont envisagées. Une scène macabre, une mise en scène. Cela peut être aussi l'œuvre d'une secte. On a tous en mémoire ces découvertes macabres et l'affaire Manson. On a aussi des sectes sataniques. On imagine tout ce qui peut y avoir. Ça peut être une histoire familiale aussi. Naturellement. Oui, et puis on est sur un chemin d'immigration entre l'Italie et la France.
Exact. Absolument. Donc ça peut être aussi... Ça peut être aussi un règlement de compte dans ce milieu, au décor qu'on veut faire disparaître. Oui, c'est ça. Vous savez très bien. Encore une fois, je vous coupe la parole, excusez-moi, Général Galtier, mais vous confirmez tous les deux, c'est un endroit assez perdu. Ah oui, il faut vraiment connaître la région pour y aller, Oui, c'est absolument. ça? Oui, c'est à plus d'une heure au nord de Nice, avec une route enlacée. Et puis, bon, il faut y aller de nuit. C'est incroyablement difficile. C'est compliqué. C'est compliqué. Et encore une fois, cette route de l'immigration illégale nous fait aussi penser au crime organisé, parce que vous savez que il y a des filières de mafia de l'Est qui sont très organisées et particulièrement violentes. Et donc, on imagine aussi cette hypothèse. Donc, la priorité des priorités, c'est l'identification. Et là, cette autopsie va la permettre. Va la permettre. Encore un mot, Général Fonbonne, l'autopsie justement, le bol alimentaire, on dit. C'est-à-dire ce qu'ont mangé ces personnes, ces victimes. Ça, c'est le premier élément. Dites-nous, ils ont mangé la même chose, c'est ça? Ils ont mangé la même chose et ils l'ont mangé en même temps. C'est-à-dire que c'est pas des clients successifs, par exemple dans un restaurant. Ils ont mangé ensemble la même chose, le bol, l'état digestif de ce qu'ils ont dans l'estomac. Roast beef, elle-même. etc. C'est du sanglier et des haricots ou des céleris. Salade et tarte aux fraises. Voilà. Dans tous les cas, on est certain qu'ils étaient ensemble. On est certain qu'ils étaient ensemble. C'est le premier élément d'identification qu'on a. Force est de constater que les gendarmes vont avoir le plus grand mal du monde à donner un nom à ces cadavres. Ils ont tous été tués ensemble. Manifestement, ils se connaissaient. Toutes les pistes, règlements de compte, psychopathes, vengeance familiale sont ouvertes. Des bêtes sauvages ont déchiqueté les sacs dans lesquels ont été découverts les cadavres. Sans cela, ils seraient peut-être restés là bien plus longtemps encore. Bien que le coin a été passé au peigne fin, le procureur de Nice, Éric de Montgolfier, demande aux promeneurs et aux curieux de s'abstenir de toute visite dans le secteur. Le juge d'instruction, Richard Roland, est pour sa part chargé de l'enquête. À ce stade, selon la formule consacrée, toutes les hypothèses sont envisagées. Les gendarmes étudient ainsi plusieurs pistes, celle d'une tuerie familiale, d'un rite satanique, d'un serial killer qui pourrait frapper à nouveau. La scène de crime a toutefois des allures de règlement de compte mafieux, mafia russe ou Cosa Nostra, des tueurs qui n'hésitent pas à dépecer leurs victimes, une technique devenue une spécialité des cartels sud-américains. Des hypothèses, mais rien de concret jusqu'à ce qu'une série de renseignements éclaire d'un jour nouveau ce carnage. 5 mois après la découverte des corps sans tête, les gendarmes sont prévenus de la disparition d'un certain Jean-Pierre Caligaris, 41 ans. Sa mère, qui habite en Corse, n'a plus de nouvelles de son fils. D'autres personnes qui le connaissent bien indiquent qu'elle n'arrive plus à le joindre depuis des semaines. Caligaris n'est pas un inconnu des services de police et de gendarmerie. Cet homme, qui a officié comme portier dans une boîte de nuit de Bonifacio, est fortement soupçonné d'entretenir des liens avec la pègre. Il tremperait dans le trafic de stupéfiants. On le soupçonne d'être lié à une pointure du milieu, Jean-Pierre Le Pape, ancien braqueur reconverti dans l'importation de stupes, abattu l'année précédente. Depuis cette exécution, Caligaris serait venu se mettre au vert dans la région d'Antibes. Il ne faisait plus parler de lui. L'ADN confirme qu'il est bien une des victimes de l'Estéron. Restent les deux autres. En remontant les relations du défunt Jean-Pierre Caligaris, les enquêteurs établissent qu'il était en contact étroit avec un couple, Francis Ben Mokhtar, parfois prénommé François, et sa compagne Teresa Conté. Ben Mokhtar, 58 ans, surnommé Teston ou Grosse Tête, est connu pour naviguer dans le trafic de drogue. Lui aussi a ses entrées dans le grand banditisme, on le dit lié au parrain marseillais Francis le Belge, qui sera tué l'année suivante. Teresa Conté, 52 ans et de nationalité italienne. Elle est à son tour identifiée grâce à l'ADN de ses enfants. Pour Ben Mokhtar, il faudra attendre encore quelques semaines l'exhumation de sa mère dans le cimetière du port de Cassis et un prélèvement sur un fémur pour établir formellement son identité. Quand les enquêteurs vont se rendre chez lui, un appartement à Antibes, ils vont constater que le ménage a été fait, rien ne traîne, un nettoyage qualifié alors d'extrêmement précis et même sophistiqué par le procureur de Nice. Général Galtier, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime,
Vous suivez évidemment cette enquête à l'époque avec le général Fonbonne, qui est ce soir également notre invité dans l'heure du crime. Comment est-ce que la gendarmerie remonte sur Jean-Pierre Caligaris? Alors il y a ce témoignage de sa mère, mais ça suffit pas, non? Vous avez quand même vos petites infos. Oui. Très sincèrement, il y a deux éléments qui vont nous remonter. Une information qui reste, on va le dire, confidentielle, mais qui nous vient quand même de nos collègues policiers, car contrairement à ce qu'on peut dire, ça fonctionne pas si mal dans le domaine de la police judiciaire et de l'échange des informations entre la police et la gendarmerie. Et donc, ils ont cette information de la disparition d'un voyou, on va dire, vous l'avez dit, Portier Bonifacio, mais qui est trempé dans une affaire de stup, et dont la famille s'inquiète. Et la deuxième personne qui s'inquiète de la disparition de Jean-Pierre Caligaris et qui va nous donner un indice, mais déterminant, c'est sa petite amie, qui, elle-même, le 28 février, a téléphoné à Jean-Pierre Caligaris. Et c'est son dernier appel. Elle va lui dire exactement. Elle va lui dire où est-ce qu'il va passer la nuit ce soir-là. Une nuit sur laquelle, évidemment, nous allons revenir dans cette heure du crime. Je crois, Général, que vous aviez... j'ai parlé de l'appartement d'Antibes de Ben Mokhtar qui a été passé, apparemment nettoyé. Complètement. Il restait rien. Il restait rien, vous confirmez? Non, c'était un appartement de location, mais Général Fonbonne. Il n'y avait rien. Pas un vêtement, pas un objet personnel, pas un papier. Quand on y est arrivé, 502 chemin de la Suquette à Antibes, je me rappelle de l'adresse, il n'y avait plus rien, tout avait été nettoyé. Alors, c'était vraiment une villa de location. Donc on peut imaginer que de toute façon, ils n'étaient pas là pour rester longtemps, ils ne s'étaient pas vraiment installés. Mais pour le coup, tout avait été déménagé. Les expertises ne donnent rien chez les personnes disparues? Vous non, ne trouvez pas de traces? Les expertises ne donnent rien, ni dans l'appartement de Caligari, ni dans l'appartement du couple Francis et de Teresa. Il n'y a pas de sang lavé, il n'y a rien qui laisse à préjuger que la scène de crime ait eu lieu à cet endroit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un nettoyage en règle et c'est plutôt professionnel, non? Non, ça veut dire que ça s'est peut-être pas forcément passé là. Pas forcément passé là. Donc il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives quand on est dans le show. On n'a pas établi le fait que ce soit passé là. C'est ça. Alors, il n'y a pas de traces. On connaît les identités, ce qui est déjà énorme, et vous êtes allé relativement vite. Vous avez, à partir de ce puzzle humain, déterminé les identités de ces trois personnes. Là, évidemment, vous êtes beaucoup plus désormais sur la piste du grand banditisme, du trafic de drogue, d'un règlement de compte, on est d'accord? Oui. Compte tenu de l'environnement, Général des personnes, c'était évident, dans la mesure où nous avons déjà un homme qui est tombé pour stup, un autre qui travaille en liaison avec des gros bras que vous avez cités, le pape, et un autre pour lequel il travaille et pour lequel en fait il est garde du corps, Ben Mokhtar, puisque Caligari est le garde du corps de Ben Mokhtar. C'est ça, ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien et par conséquent, Ben Mokhtar étant tombé lui aussi avec un milieu, un caïd marseillais qui sera abattu à Paris l'année suivante, on voit très bien se dessiner un milieu autour de cette affaire. Bien sûr. Reste à savoir les conditions de ces crimes, le mobile de ces crimes. Bien sûr. Alors comment ça se passe là, côté gendarmerie, quand vous avez une affaire pareille? Vous avez les identités, vous savez qu'on navigue dans un milieu qui est un petit peu particulier, qui est celui du grand banditisme. Comment est-ce qu'on mène l'enquête à ce moment-là? C'est-à-dire qu'on va essayer de savoir qui connaît qui fait quoi? Alors, on a à l'époque un système d'information qui s'appelle Judex, qui est maintenant un système commun avec la police, qui s'appelle le traitement des antécédents judiciaires, qui est une base de données à plusieurs entrées. Vous pouvez notamment rentrer par les personnes. Jean-Pierre Caligari, avec le nom, vous avez le nom, la photo, profil, avec les caractéristiques de la personne, et surtout vous avez les affaires pour lesquelles il est tombé, et si les choses ont été bien alimentées dans la machine, vous avez également les complices avec lesquels il a été susceptible de travailler. Donc c'est ce qui se passe dans cette affaire où la section des recherches fait très rapidement le lien. À Marseille, c'est ça? C'est ça, la section des recherches de Marseille, absolument, qui est territorialement compétente après nous, et qui fait le lien entre les deux principaux protagonistes, c'est-à-dire Francis Ben Mokhtar et Jean-Pierre Caligari. Donc c'est une espèce de toile d'araignée. Vous allez tirer sur les fils pour savoir qui bouge à quel moment, qui connaît qui, c'est ça? Tout à fait. Et c'est tout l'intérêt, Jacques Fonbonne vient de le préciser à l'instant, d'associer un grand nombre d'acteurs de la gendarmerie dans cette affaire. Car nos relais sont aussi bien en Corse avec la section de recherche qui est allée chercher ce témoignage de la compagne de l'époque de Caligaris, donc en Corse,
dans les Alpes-Maritimes avec les brigades territoriales qui ramènent le renseignement depuis ce cantonnier jusqu'au milieu niçois. Et évidemment, la section de recherche de Marseille qui a une compétence sur la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui est la plus importante après celle de Paris, et qui va nous amener, elle, sa vision du grand banditisme. L'enquête va donc de nouveau s'élargir, établir avec qui les 3 victimes étaient en relation, dans quel piège cette femme et ces 2 hommes ont pu tomber, exécutés au même moment et dans un même lieu, puis ensuite découpés en morceaux. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille sont désormais chargés des investigations. Il s'agit de se plonger dans les dossiers des 3 victimes, en priorité celle des 2 hommes, Francis Ben Mokhtar et Jean-Pierre Caligaris, qui avaient leurs entrées dans le grand banditisme. Les enquêteurs tombent ainsi sur une vieille connaissance de Ben Mokhtar, un certain Michel Pinto. Dans les années 80, cet homme, qui a désormais 61 ans, travaillait pour lui. Il était alors employé de la Poste, facteur, et se servait de sa fonction pour laisser passer et livrer des colis bourrés de hashish. Près de 200 kilos importés clandestinement. Le facteur avait été arrêté par les stupes, poursuivi et évidemment congédié par son administration. Il n'a plus guère fait parler de lui et est devenu fromager. À Antibes, son établissement s'appelle La Ferme. Michel Pinto est alors dans la ligne de mire des gendarmes. Il semble avoir été en contact avec un téléphone portable ayant borné sur une antenne relais de la vallée de l'Esteron, là où ont été découverts les cadavres. Qui plus est, la plus proche amie du Corse, Jean-Pierre Caligaris, affirme n'avoir plus aucune nouvelle de lui depuis le 28 février. Elle se souvient de cette date car ce jour-là, Jean-Pierre lui avait dit qu'il devait aller dîner chez un fromager d'Antibes. Trop de coïncidences pour un seul homme. Le fromager Pinto, son épouse Joëlle, ainsi qu'un marchand de biens de Juan-les-Pins, soupçonné d'avoir fait le ménage et d'avoir fait disparaître des preuves, sont placés en garde à vue. Si Michel Pinto n'est pas très bavard et esquive les questions, son épouse Joëlle est beaucoup plus coopérative. Elle raconte que les 3 victimes ont bien dîné chez elle le 28 février au soir. Ben Mokhtar était là avec sa compagne Teresa Conté et son associé garde du corps Caligaris. Au cours de la soirée, Ben Mokhtar aurait remis une glacière à Pinto renfermant une grosse somme d'argent liquide en francs, l'équivalent aujourd'hui de près de 500 000 €. L'épouse du fromager indique qu'une fois les invités partis, son mari s'est absenté. Il serait revenu dans la nuit à la maison hagard, repartant avec une scie et des couteaux. Pinto indique qu'il s'est rendu chez Ben Mokhtar. Il serait là tombé sur le cadavre de Caligaris. Un homme cagoulé aurait pointé sur lui une carabine et l'aurait contraint sous la menace de découper les corps. Le juge Richard Roland ne croit pas un mot de cette histoire digne d'un mauvais polar. Michel Pinto et son épouse sont mis en examen pour assassinat. Général Fonbonne, vous êtes avec le général Galtier ce soir, nos invités dans l'heure du crime, et tous deux vous avez suivi de très près cette enquête. Que peut-on dire de ce nouveau personnage qui apparaît dans le décor, ce fromager Michel Pinto? Il est rangé des voitures, comme on disait dans le milieu. Ça a été effectivement un des porte-flingues de Francis Ben Mokhtar dans les années précédentes. Pendant sa garde à vue, que comme vous l'avez dit, les premières heures de la garde à vue, il va absolument nier connaître ces gens, il va nier l'existence du repas. À un moment donné, il va se couper en disant « mais de toute façon, ça fait 20 ans que je l'ai pas vu ». C'est d'ailleurs que le début des différentes versions qu'il va donner jusqu'à la cour d'assises où il y aura 13 ou 14 versions. Il va beaucoup évoluer, c'est-à-dire, il va évoluer à la fois lorsqu'il va être pressé par les éléments matériels de l'enquête, et puis c'est vrai que par exemple, comme vous le disiez, lorsqu'il est chez le juge Roland, il va finir par dire ce qu'il n'avait pas dit pendant la garde à vue, c'est-à-dire qu'il est arrivé, ils ont été surpris par des hommes qui les ont ligotés. C'est à ce moment-là qu'il donne très précisément la nature des objets tranchants qui ont permis de découper les corps. Il donne très exactement la trajectoire de la balle qu'on va retrouver ensuite dans l'épaule de Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'il donne des éléments qui sont extrêmement précis sur la scène de crime. Et ça, vous ne les aviez pas évoqués, on est d'accord, même lors des interrogatoires. Non, tout à fait, c'est des éléments que personne ne connaît. Le lieu de dépôt des corps, si ma mémoire est exacte. Donc il raconte, il donne tous ces détails. Et dès qu'il sort du bureau de instruction, il se rétracte. C'est ça, donc il va changer plusieurs fois. Il y a des aveux pendant la garde à vue très limités, des aveux
devant le juge d'instruction, puis ensuite il va de nouveau se rétracter. Pour résumer ses propos qui seront ceux qu'il va finalement garder dans sa dernière version, c'est en gros, il est tombé sur quelqu'un qui était cagoulé et qui l'a obligé à commettre... c'est ça, qui les a menacés, qui aurait tué Caligaris, et qui ensuite l'aurait obligé... La mission la plus barbare, c'est-à-dire... aller découper un corps pendant qu'il découpait les 2 autres. Et à lui laisser la vie sauve, ainsi que l'argent. Oui, ça, effectivement, ça sera une question qui sera beaucoup débattue au procès, puisque lui va pouvoir partir avec l'argent qu'il a mis de côté. Et puis, effectivement, ce fameux homme cagoulé ne cherchera pas à l'abattre ou à le faire disparaître. Général Galtier, puisque vous avez la parole, je l'ai dit un petit peu dans ce résumé, c'est l'épouse vraiment de ce fromager, de Michel Pinto, qui est la clé de l'accusation, parce qu'elle parle beaucoup plus que son mari. Absolument, il faut avoir écouté Joëlle Pineteau, et nous l'avons fait en liaison avec la section de recherche de Marseille, qui est saisie, puisqu'elle parle de ce dîner. Elle donne précisément la composition des plats également. C'est elle qui nous explique la venue de Ben Mokhtar avec cette fameuse glacière contenant de l'argent. Et elle décrit également cette nuit un peu sordide où son mari s'échappe, puis revient, le visage défait, des griffures également sur le visage, un peu décomposé. Il a donc forcément dû se passer des choses cette nuit-là. Elle reviendra sur ses propos, mais la version qu'elle donne vous paraît être tout à fait solide à ce moment de l'enquête. Qu'est-ce que vous dites côté gendarmerie à ce moment-là? Vous dites c'est la piste de l'argent, ça y est, il a agi... En tout cas, on se dit, il y a un mobile. Pourquoi aurait-il tué son ancien acolyte qui lui a fait... confiance, en l'occurrence, en déposant de l'argent chez lui qu'il devait garder pendant que lui-même aurait fait un voyage, nous disent-ils, en Italie. Et là, ça devient un mobile tout à fait possible, en tout cas crédible. Ce Michel Pinto, c'est quelqu'un qui est habitué à ne pas parler, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire qui connaît un petit peu la musique. C'est un deuxième couteau. Il fréquente le grand banditisme, mais il a jamais, dans ses pérégrinations criminelles, un rôle extrêmement important. Il est assez dur en garde à vue. Il dit rien. Il est interrogé de façon très très constante, de façon précise. À la fin, il finit par lâcher l'existence du repas, mais c'est tout ce qu'il dit. Sa femme est beaucoup plus diserte. Sa femme est beaucoup plus bavarde, effectivement. Un petit mot encore sur l'arme du crime, une des armes du crime, la carabine. Alors ça, c'est un peu bizarre parce que c'est une carabine à lui qui... Alors oui, mais c'est tout à fait postérieur. Ce sont dans les 2 ans qui suivent que l'on va retrouver cette carabine Van de Lorick. En fait, on ne sait pas si c'est l'arme du crime. On sait, c'est ce que nous disent les anthropologues de la gendarmerie, que l'on a un découpage à la scie et qu'on a un découpage avec une arme tranchante qui peut être une hache, que nous décrit d'ailleurs Pinto dans l'audition qu'il donne, la première audition de comparution qu'il donne au juge Roland. Mais on ne sait pas. Il y a une ogive dans une épaule. Évidemment, le coup n'est pas mortel. On n'a pas les têtes. Donc on ne sait pas si la mort a été due à un coup de hache ou autre chose, ou un objet tranchant, ou un coup de carabine. Malgré des déclarations à géométrie variable, Michel Pinto reste en prison. Le juge décrit un triple assassinat par appât du gain. Avec son épouse, il va être renvoyé devant la cour d'assises où il encourt la perpétuité. Le 4 novembre 2002 s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes le procès de Michel Pinto, 63 ans, et de son épouse Joëlle, 20 ans de moins que lui. L'ancien facteur devenu fromager crie d'emblée son innocence. Si je suis ici, c'est parce que j'ai menti, j'ai pris peur. En réalité, je n'ai ni tué ni découpé en rondelles personne. Les chefs d'accusation sont gravissimes. Meurtre précédé ou suivi d'actes de barbarie. L'homme reconnaît qu'il a bien reçu les 3 victimes à dîner au soir du 28 février. Il les a ensuite raccompagnées. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, affirme-t-il. L'accusation s'en tient, elle, à un scénario limpide. Michel Pinto a tout simplement tué pour garder pour lui, tout seul, le magot de son ami, Francis Ben Mokhtar. Il s'est d'ailleurs empressé de placer tout cet argent sur des comptes en France et à Monaco et a ouvert une assurance vie. Il dément. Francis m'avait confié l'argent avant. Pas besoin de le tuer. Et j'aurais pas attendu pour cela qu'il soit 3. Au bout de 3 jours, le procès s'arrête. Le dossier apparaît comme lacunaire et qui plus est, un nouveau témoin, un détenu, aurait d'importantes révélations à faire.
Le doyen des juges d'instruction, Denise Christian Guéry, reprend l'enquête. Le procès interrompu redémarre 2 ans plus tard, au mois de septembre 2004. Michel Pinto répète qu'il n'est pas l'auteur de ces crimes, même si c'est sa propre carabine 22 long rifle qui a été utilisée. Il affirme avoir vendu auparavant cette arme à l'une des victimes, Francis Ben Mokhtar. Explications qui paraissent pour le moins alambiquées pour la cour, même si l'homme a réponse à tout. Quand la présidente lui demande pourquoi il n'a pas parlé de ce dîner, il déclare qu'il ne voulait pas être mêlé à l'histoire. Quant à l'argent, Pinto répète qu'il l'avait gardé pour que le fils de Ben Mokhtar puisse en profiter, somme qu'il n'est jamais venu réclamer. Les jurés ne croient pas Michel Pinto. Le 25 septembre 2004, celui-ci est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté aux 2/3. Son épouse, condamnée pour recel de vol à main armée, écope de 4 ans, dont un ferme. Général David Galtier, comment s'est passé ce procès ? Ce procès est un procès en plusieurs étapes. Un peu compliqué, hein ? C'est très compliqué parce que il y avait manifestement des actes qui manquaient au dossier et qui ont dû être réalisés par la suite. Cette arme dont vous parlez, elle a été retrouvée par exemple ultérieurement, après que l'on a pu faire un certain nombre d'investigations, et notamment remonter jusqu'en Sologne. C'est ça, c'est une recherche qui a été compliquée. Par les gendarmes, absolument, qui ont mis beaucoup de temps puisqu'ils sont allés faire la tournée de tous les armuriers de Sologne et sont tombés sur l'armurier qui avait vendu cette arme à Michel Pinto et qui avait conservé l'ensemble des documents. Donc c'est bien l'arme de Pinto, c'est bien l'arme qui a tiré sur Caligaris. Alors lui dit, je l'ai répété, hein, il va être constant lui dans ses dénégations. Il va dire qu'il n'a rien fait, ou si ce n'est qu'il a reçu les gens à dîner. Est-ce qu'il va un petit peu plus loin dans ses explications ? Alors, il va plus loin Général dans ses Fonbonne. explications, mais il va plus loin dans plusieurs directions. Comme on le disait à l'instant, chez les juges d'instruction, il dit qu'ils ont été agressés, qu'on l'a obligé à découper les corps. Il donne plusieurs versions. Ensuite, il dit qu'il est arrivé en pleine scène, qu'il s'est caché, que c'est pour ça qu'il n'est rentré qu'à 5 heures du matin, et qu'il est rentré. Enfin, il dira devant la cour d'assises que, en fait, il est arrivé, il y avait des corps, mais il n'y avait plus personne. Il a vu la carabine, il a pris la carabine et il est parti avec. On lui pose la question de savoir à ce moment-là pourquoi il a pris la carabine. Il dit parce qu'elle avait tiré et elle avait tué. Comment savez-vous qu'elle avait tué puisque vous n'avez pas assisté au meurtre en direct et à la scène de crime? C'est-à-dire que, vous savez, c'est le principe du mensonge pendant une audition, pendant une garde à vue. C'est-à-dire qu'on prépare une version et puis à un moment donné, le mensonge oblige à un second mensonge encore plus gros parce qu'on n'a pas préparé. Puis le deuxième mensonge à un troisième et à la fin, on arrive à se contredire complètement. Cet argument de la contradiction et de la peur, c'est quelque chose qu'on va ensuite retrouver. On finit évidemment par se prendre les pieds dans le tapis. Alors il y a quelque chose d'important qui va aussi surgir au cours de ce procès, même si c'est encore une fois un procès fractionné, c'est un peu compliqué, il a repris à 2 ans d'intervalle, c'est la piste de l'argent. Il a profité de cet argent, c'est établi ça. Hein. Naturellement, il l'a déjà placé dans une banque hollandaise et il en a aussi mis dans un coffre, pratiquement... Vous parliez en euros, je n'ai pas fait la traduction. Mais je l'ai approximativement traduite. Oui, un tiers à la banque hollandaise. Et puis, cette assurance vie qu'il a également prise pour son couple à hauteur d'1 million de francs à l'époque. Tout ça fait qu'il en profite. Et il n'attend personne pour en profiter, et surtout pas le fameux fils. C'est ça, il dit c'était pour le fils de Ben Mokhtar. Non, manifestement, c'est de l'argent qu'il a gardé par devers lui et qu'il utilise. D'ailleurs, les parties civiles vont dire qu'ils n'étaient pas au courant d'un quelconque versement de cet argent à qui que ce soit. Cela fait partie des contradictions des déclarations de M. Pinto. On va déjà reprocher aux gendarmes, si je puis dire, de s'être un petit peu trop appuyés sur des indices mystérieux qui auraient finalement livré clé en main un coupable à la justice. C'est une thèse qui va revenir d'ailleurs au procès en appel, mais ça on va y revenir. Déjà, on vous dit, vous dites pas toute la vérité, les gendarmes, vous pouvez pas révéler vos indices, etc., c'est ça ? Oh, je crois qu'on peut effectivement nous reprocher de ne pas tout dire, mais il y a des choses que la justice ne nous permet pas non plus de révéler entièrement pour protéger un certain nombre d'anonymats ou des témoins, qui ont été d'ailleurs entendus, me semble-t-il, dans le cadre de cette affaire, sous
l'anonymat. Et donc, nous l'avons fait. On ne peut pas nous reprocher de ne pas l'avoir fait. En revanche, il semble que les choses ont été faites de façon suffisamment large au début de l'enquête pour qu'on ne vienne pas ensuite nous reprocher d'avoir ciblé Monsieur Pinotto. On ne nous a pas livré comme ça d'emblée à la fois le motif, l'auteur potentiel, etc. Tout ça est venu après un certain nombre de mois d'enquête et de vérification. Donc, que l'information nous soit venue partiellement par des informateurs ou par un ensemble de faits et de recherches et de preuves, moi, ça me paraît être la nature même de l'enquête, d'une enquête judiciaire. Bien sûr. Alors, 30 ans de prison, de réclusion, là, à ce moment-là, vous dites quoi? Vous avez l'impression que justice est faite? On a surtout l'impression d'avoir mené nos investigations au bout. Pour compléter ce que vient de dire le général Galtier, quelle que soit l'information que l'on a au départ, quelle que soit par un renseignement, par quelqu'un qui va nous donner quelque chose, c'est un renseignement de départ. Évidemment, ensuite, les investigations, la garde à vue, les écoutes, les filatures, les documents, tout ce que l'on va pouvoir réunir va enrichir cet élément. Ça n'est qu'à partir du moment où le Code de procédure pénale nous y oblige, qu'on a des éléments plausible de penser que la personne a commis l'infraction, qu'on va la mettre en garde à vue. C'est pas évidemment sur les simples dénégations d'un informateur, je ne serais pas allé voir Monsieur de Montgolfier avec ce genre de choses. Le condamné Michel Pinto va faire appel de sa condamnation. Procès un peu à qui tout double. Dernière chance pour lui de démontrer, malgré la multiplication des charges, qu'il n'a rien à voir dans cette sanglante affaire. Devant la cour d'assises d'appel d'Aix-en-Provence, Michel Pinto continue à démentir toute participation dans le massacre du 28 février 1999. 3 personnes qui étaient venues dîner chez lui sont retrouvées sauvagement assassinées et dépecées. Pinto affirme qu'il n'a tué personne. Sur le fait qu'il sait se servir d'un couteau de boucher, il admet qu'il sait découper les sangliers quand il va à la chasse, mais qu'il déteste cet exercice qui lui donnerait la nausée. Les avocats de l'accusé, maître Michel Cardix et Éric Dupond-Moretti, font feu de tout bois pour dénoncer un dossier mal ficelé qui ne reposerait que sur des dénonciations et où les preuves concrètes manquent pour accabler leurs clients. Éric Dupond-Moretti va alors mettre en avant un élément capital pour tenter de faire pencher la balance de la justice en faveur de Michel Pinto. L'avocat explique qu'en raison de son gabarit poids-plume, 1,60 m pour 56 kg, Pinto aurait bien été incapable de trucider puis de transporter lui tout seul ses cadavres. Le seul Francis Ben Mokhtar pesait à lui tout seul 110 kg. Le patron de la section de recherche affirme de son côté qu'un seul et même homme a pu découper les 3 victimes avec des scies manuelles, des haches et des couteaux, mais le doute s'est installé. L'avocat général Roland Mailly réclame la confirmation de la peine de première instance, 30 ans, tout en jugeant, je cite, « pas sérieux » que Michel Pinto ait été seul à commettre ce crime. Le doute profite au fromager, acquitté, seulement condamné à 3 ans de prison ferme pour le vol de l'argent de Ben Mokhtar. Le crime de l'Esteron reste à ce jour impuni. Bonsoir maître Michel Cardix. Bonsoir. Vous étiez donc l'avocat avec votre confrère maître Éric Dupond-Moretti, avocat de Michel Pinto à ce deuxième procès. Le premier a été, on peut le dire, désastreux pour votre client. Comment se passe-t-il celui-ci? Alors il se passe d'ailleurs de manière radicalement différente. Il a plus rien à perdre après avoir pris 30 ans de réclusion criminelle. En première instance, il sait que c'est le moment ou jamais de se défendre avec hargne et opiniâtreté. Et puis l'avocat général a lui-même, au cours de son réquisitoire, mis l'accent sur un certain nombre de zones d'ombre de cette affaire. Et à partir de là, évidemment, il a ouvert à la défense des voies que nous avons empruntées. Ce qui est certain, ce qui, à mon avis, a motivé le verdict d'acquittement, c'est que les jurés, la cour d'assises, ont considéré qu'il était impossible pour un personnage comme Michel Pinotto, 60 ans, un gringalet qui mesurait 1,60 m, de se débarrasser de ces 3 personnes, notamment de Ben Mokhtar et de Caligari, ce dernier ayant en particulier une stature et une force particulière
particulièrement imposant. Alors la ligne n'est pas très bonne, Maître Cardix, mais on reste encore un instant avec vous si vous le voulez bien. Effectivement, l'avocat général a douté de la possibilité d'un homme seul. Comment expliquez-vous toutefois les revirements successifs et nombreux de votre client ? Il a toujours lui expliqué, Michel Pinotto, qu'il était depuis la naissance de cette affaire tiraillé par la peur, qu'il craignait énormément pour sa propre vie et celle de son épouse, et que dès lors, donc, il a été amené effectivement à mentir, à raconter un petit peu n'importe quoi. Voilà comment lui il explique cet amoncellement de versions différentes. Alors c'était le sentiment de Maître Dupond-Moretti, c'est que l'enquête avait été polluée. Est-ce que cette enquête a été polluée, Maître Cardix ? Alors, je ne sais pas si l'enquête est polluée depuis le départ. Il y a un grand mystère dès le départ dans cette affaire. C'est la présence d'un indicateur, un informateur, quelqu'un qui très rapidement va prendre contact avec les services de gendarmerie et qui va distiller pendant des semaines un certain nombre d'informations très précises et qui vont se révéler exactes. C'est cet informateur qui va notamment donner les noms des victimes, leurs adresses, qui indique que quelques heures avant leur assassinat, il a assisté à une scène tout à fait étrange entre les trois futures victimes. Enfin bref, donc quelqu'un qui est au centre de cette affaire et que l'on n'a jamais identifié parce que la justice s'est refusée à dévoiler quel était le nom de cette personne. Alors, mes deux généraux ce soir invités dans l'heure du crime, David Galtier et Jacques Fonbonne, vous avez déjà évoqué cette histoire d'informateurs, etc. On ne va pas beaucoup y revenir. Maître Cardix, effectivement, en fait un point important et on le comprend tout à fait. Encore un mot, si vous voulez, là-dessus, sur une personne qui aurait informé directement la gendarmerie, qui aurait tout donné. Écoutez, un dossier clé en main. Bien entendu. Alors, dossier clé en main, non. De toute façon, quelle que soit la nature des informations que l'on reçoit, on ne s'en contente pas. On va vérifier ces informations. Et puis, ce serait quand même bien curieux que nous n'exploitions pas des informations qui nous sont données par des informateurs ou des indices. Ça existe. Voilà, donc vous avez répondu à Maître Cardix. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qui a fait finalement trébucher ce deuxième procès et qui a conduit à l'acquittement du fromager. C'est la taille de Gringalet finalement, et il aurait été incapable de transporter des corps. Est-ce que c'est établi scientifiquement, cette histoire ? Je pense que c'est un écran de fumée. Les corps ont été découpés, et pour revenir à ce qu'on disait au début, en 26 morceaux. À partir de ce moment-là, ça se transporte très facilement. Alors, il est évidemment innocent pour l'éternité, mais sur le raisonnement d'enquêteur, il y a quand même des éléments qui sont têtus. Ça veut dire que les gens qui seraient venus pour exécuter Ben Mokhtar et Caligari n'auraient pas eu d'armes, puisqu'ils utilisent une arme qu'ils trouvent sur place. Ça veut dire qu'ils veulent découper les corps, mais qu'ils renvoient Pinto chez lui chercher les instruments. Lorsque Pinto est en prison, il demande à un de ses co-détenus d'aller déplacer les voitures qui ont servi au transport et qui sont sur l'aéroport de Nice. Il fait 1m60, il conduisait ses Porsche avec un coussin sous les fesses, le siège de la voiture est complètement avancé. Comment sait-il, s'il ne sait pas lui qui les a conduits, que les véhicules sont sur l'aéroport de Nice? Comment imaginer que des truands, d'abord tuent Thérèse, ça se fait pas dans le milieu, mais surtout comment expliquer qu'il lui laisse 3 millions de francs? Alors c'est tout à fait troublant. Il va donc lui continuer évidemment à démentir jusqu'au bout. C'est une déception pour vous C'est une déception sans doute pour les proches, je dirais, peut-être des victimes, et notamment des enfants de Teresa. Il faut toujours penser aux proches des victimes. Pour les enquêteurs qui ont, je crois, tiré le maximum des éléments dont ils disposaient, évidemment, puisque nous n'arrivons pas au bout, la condamnation et la justice s'est prononcée, il faut respecter. Il y a eu un doute qui a été mis dans la
tête des jurés, on l'a dit, elle vient à la fois de la qualité des avocats, mais également de l'avocat général qui a posé des questions qui ont entraîné des doutes. Voilà, donc pour les gendarmes, je dirais que le maximum, je pense, a été fait. Le seul regret de ne pas avoir pu retrouver le lieu où a été dépouillé le corps, où on a pu retrouver des traces de sang, parce que pour le reste, pardon, mais 1m60, quelle taille faisait le cantonnier qui a transporté les corps ? Je ne l'ignore, mais vous l'avez sûrement dans vos procès-verbaux. Encore juste un petit mot, et puis on va conclure parce qu'on arrive au bout de l'émission. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? C'est le sentiment que on est passé très près de la vérité, c'est ça ? Où on avait la vérité à portée de main ? Je vais utiliser le mot, il me plaît pas, mais c'est le jeu de l'oralité des débats. J'en ai parlé avec Éric Dupond-Moretti longtemps après cette affaire. C'est le talent de la rhétorique. Il a été, comme d'habitude, très fort. Un instant de doute dans l'esprit des jurés et des années de travail basculent. Merci beaucoup Jacques Fonbonne, merci beaucoup David Galtier. Je rappelle le titre de votre livre, Mon combat contre le crime, chez Michel Lafon, tous deux généraux de gendarmerie et qui avaient mené l'enquête à l'époque. Et puis un grand merci aussi à maître Michel Cardix qui était en ligne depuis Nice. Les corses en tête de l'Esteron, un mystère criminel largement éclairci, mais 3 assassinats toujours sans coupable. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation, et puis un grand merci à vous toutes et tous d'être de plus en plus nombreux à suivre tous les soirs l'heure du crime.